Bonjour à toutes et à toutes. Nous allons pouvoir commencer ce webinaire. On va commencer par une petite introduction sur le réseau Compost Citoyen Île-de-France. Qu'est-ce que c'est le réseau? Ensuite, on va passer quelques minutes à rappeler un petit peu les enjeux du tri à la source des déchets et notamment des enjeux réglementaires. Et puis voir un petit peu quels sont les défis des collectivités territoriales avant de passer la parole à deux collectivités qui vont être avec nous pendant cette petite heure. Nous aurons la ville de Paris qui sera représentée par Antoine Guillou, adjoint à la maire de Paris en charge de la propreté de l'espace public, de la réduction des déchets, du réemploi, du recyclage et de l'assainissement. Et puis nous aurons avec nous également Patrice Poignard qui est maître composteur à la direction de la propreté et de l'eau. Et nous aurons le témoignage d'une deuxième collectivité, l'établissement public territorial de Plaine Commune, représenté par Alexia Ferrieux, maître composteur et adjointe du service propreté déchets. Déjà une petite présentation rapide de qu'est-ce que c'est le réseau Compost Citoyen et je vais donner la parole à Marie-Laure Morel, qui est coordinatrice du RCC Île-de-France. C'est à toi, Marie-Laure. Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Je vais très rapidement vous présenter donc le réseau Compost Citoyen Île-de-France, qui est l'organisateur webinaire. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, donc le réseau Compost Citoyen, c'est un réseau de 13 associations, une association nationale qui fête ses 15 ans et 12 antennes régionales, dont l'antenne Réseau Compostélien Île-de-France, que nous représentons. Nos objectifs, globalement, sur l'échelle du territoire français, c'est de développer la filière qu'on appelle de prévention et de gestion de proximité des biodéchets. Au niveau national, donc, on a plus de 1200 adhérents qui sont des collectivités, des professionnels, des associations, des citoyens. En Île-de-France, on existe depuis 2021 et on est soutenu donc par l'ADEME et la région en lien avec le PRPGD francilien. Nos différentes missions, c'est de développer au niveau du territoire francilien donc les différentes pratiques de prévention et de gestion de proximité des biodéchets. C'est la réduction de la production des biodéchets, que sont les déchets alimentaires et les déchets verts. Et ensuite, j'ai la gestion de proximité, c'est tout un tas de techniques dont le compostage fait partie, mais il n'y a pas que ces solutions-là qui existent. On met en avant aussi les initiatives. On est un réseau, donc un de nos objectifs est de mettre en réseau les acteurs du territoire, citoyens, associations, collectivités, les professionnels, tout le monde marche ensemble et avance ensemble. On a un gros axe qui est la montée en compétence des acteurs du territoire. Donc ça, on parle plutôt de la formation. Le réseau Compost Citoyen National est garant en fait du dispositif de formation, donc référentiel, guide composteur, maître composteur, que vous connaissez certainement déjà. Nous, au niveau francilien, voilà, on fait la promotion de ce dispositif. L'idée, c'est de faire en sorte que la formation soit faite le plus possible pour en fait que chacun ait les bons gestes pour pouvoir composter les biodéchets. Et ensuite, donc, on a le dernier axe qui est étudier et analyser donc les besoins des collectivités territoriales. Il y a une collaboration en fait avec l'ORDIF. On travaille sur un observatoire régional des déchets sur le sujet spécifique en fait des biodéchets. L'idée c'est d'avoir des données qui sont un peu manquantes et dont on a tous besoin à l'heure actuelle. Notre réseau donc organise pas mal de choses. Là vous avez un petit aperçu de ce qui est prévu pour 2025. Donc on a des événements plutôt régionaux comme la rencontre des bailleurs qu'on organise le 15 janvier, qui est un événement donc qui aura lieu à la mairie des Lilas. On a un webinaire Logiprox qui est un logiciel de suivi des sites de compostage dont certaines collectivités franciliennes sont déjà équipées. Le webinaire aura lieu le 21 janvier. En juin, on aura les rencontres régionales. Et après, on a des événements donc, qui sont déployés au niveau national et qu'on porte au niveau francilien, qui sont donc la quinzaine du compostage qui est Tous au compost, qui aura lieu du 29 mars au 13 avril l'année prochaine. Et on a en octobre, alors les dates ne sont pas encore connues, mais là, cette année, c'était du 5 au 25 octobre, c'est la fête du sol vivant. L'objectif, en fait, c'est de mettre en avant des pratiques de gestion différentes des espaces verts. C'est le moment de l'automne, donc qu'est-ce qu'on fait de nos déchets verts, comment on les réutilise dans nos espaces verts, que sont les jardins, les parcs, etc., pour faire un retour au sol et donc faire qu'on ait un sol vivant. Et en fin d'année, on aura le séminaire annuel du réseau national, qui est le grand rendez-vous en fait de l'ensemble des réseaux. Celui de 2024 vient de se faire, il avait lieu en Bourgogne-Franche-Comté. L'année prochaine, il sera à Marseille. Et dernier point, les événements qu'on organise, soit on les organise
seul, c'est-à-dire c'est une initiative du réseau Compost Citoyen Île-de-France. Les événements sont portés par notre structure. On peut aussi collaborer. La rencontre des bailleurs se fait en collaboration avec l'APES et le territoire de Est Ensemble, par exemple. L'idée, c'est de faire ensemble aussi au niveau du territoire francilien. Voilà, et j'en ai fini. Merci Marie-Laure. Je vais prendre la suite pour détailler un petit peu le cadrage de ce qui nous intéresse aujourd'hui, hein, c'est-à-dire les enjeux autour de la prévention et de la gestion de proximité des biodéchets. Alors, petit rappel, les biodéchets, c'est les déchets de cuisine de table, les déchets verts, mais aussi les invendus alimentaires, on oublie parfois, hein. Les quantités, alors ce sont des chiffres qui sont en partie tirés de l'ORDIF. Sur les déchets ménagers assimilés, en Île-de-France, la moyenne par an et par habitant est de 456 kilos de déchets ménagers. Les biodéchets, alors c'est pas évident de savoir la quantité exacte, mais globalement c'est estimé entre 70 et 100 kilos, en comptant à la fois les déchets alimentaires et les déchets verts. Le tri à la source, c'est des enjeux qui sont à la fois écologiques. Je ne vais pas tous les détailler, vous aurez la présentation de toute façon, hein. Mais ce sont des enjeux qui sont à la fois écologiques, bien évidemment, mais aussi des enjeux économiques importants, et notamment en termes de coût d'énergie, en termes de production d'énergie renouvelable par le biogaz, et puis des enjeux sociaux qui sont tout à fait essentiels également, y compris le volet sur l'emploi, et puis des enjeux alimentaires et agricoles qui sont essentiels. Donc, le tri à la source des biodéchets, c'est vraiment un sujet qui est transversal et qui touche beaucoup, beaucoup de choses. Petit rappel réglementaire, très vite. Les trois textes qui aujourd'hui encadrent le déploiement du tri à la source des biodéchets, c'est bien évidemment la loi AGEC de 2020. Ensuite, l'arrêté du ministère de la Transition écologique du 7 juillet 2021 relative au tri mécanobiologique et qui conditionne le recours à cette technique à la mise en place en amont d'un certain nombre de dispositions précises et qui du coup précise quelles sont les conditions de tri à la source des biodéchets. Et puis un avis du ministère de la Transition écologique du 6 décembre 2023, donc il y a juste un an, qui définit les conditions d'application des deux grandes catégories de solutions. Un petit rappel, mais très rapide, sur les modalités de traitement. Vous les connaissez. Il y a deux grandes familles. Le traitement sur place et le traitement par collecte séparée. Le traitement sur place, c'est essentiellement le compostage de proximité et c'est le domaine d'intervention du réseau Compost Citoyen, avec à la fois du compostage domestique ou du compostage collectif, avec une particularité aussi pour le compostage autonome en établissement qui va, dans ce cas-là, être géré plutôt par des professionnels, alors que dans le cadre domestique, on est plutôt sur du citoyen. Et en collectif, on peut avoir un mélange des deux. Et puis la collecte avec des solutions de compostage ou de méthanisation qui permettent, dans le cadre du compostage industriel, d'avoir du compost normé qui va être disponible notamment pour l'agriculture. Alors, l'idée, c'est que ces modes de traitement soient devenus aujourd'hui complémentaires et il va falloir arbitrer justement cette complémentarité. Petit rappel quand même, un rappel légal qui définit la hiérarchisation des modes de gestion des déchets. C'est inscrit dans le Code de l'environnement. Ça découle d'une directive européenne, la directive déchets, qui nous dit que il faut prioriser les actions de prévention, ensuite les actions de réemploi, avant de valoriser la matière et de valoriser énergétiquement ce qui ne peut pas être valorisé autrement. Et puis enfin l'élimination. Et quand on se réfère aux déchets, eh bien, ça nous donne un peu une feuille de route des choix prioritaires qui normalement doivent être mis en place pour favoriser la prévention plutôt que l'élimination. Alors, comment ça se traduit notamment pour les déchets verts? Alors, les déchets verts, c'est typiquement le type de déchets, de biodéchets, euh, pour lesquels on peut avoir une assez haute ambition de réduction.
En Île-de-France, on estime qu'il y a environ 27 kilos par an et par habitant, hein, de déchets verts. C'est beaucoup moins que dans certaines zones beaucoup plus rurales. Néanmoins, c'est quand même important et ça représente des coûts qui sont importants s'il y a de la collecte. Donc, on peut réduire ces déchets verts avec une combinaison de deux approches. Il y a ce qu'on appelle la gestion différenciée des espaces verts, c'est-à-dire on va adapter l'entretien des espaces verts par rapport à leur usage. Ça, c'est une modalité qui commence à se voir de plus en plus dans des parcs publics. Là, la photo a été prise dans le petit parc du Conseil régional d'Île-de-France à Saint-Ouen. Donc une belle application là de cette gestion différenciée et elle va de pair avec ce qu'on appelle la gestion intégrée des espaces verts, c'est-à-dire on valorise la biomasse sur place en adoptant des techniques de paillage, de broyage, de compostage, mais aussi de tonte, mulching, qui va permettre de ne pas avoir à accumuler des kilos et des kilos de tonte. Sur le gaspillage alimentaire, là aussi, on a un enjeu important, environ 30 kilos par an et par habitant dans nos poubelles d'ordures ménagères résiduelles. Donc là, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire au niveau de la consommation, il y a des choses à faire au niveau de la production et aussi de la distribution et de la transformation. Donc là, les collectivités ont aussi un rôle à jouer et la loi AGEC, je vous le rappelle, mentionne des objectifs de réduction de gaspillage alimentaire de 50% par rapport à 2015. Donc ça, c'est aussi un sujet dont il ne faut pas oublier de se saisir. Très rapidement, les défis du compostage de proximité pour les collectivités. Alors peut-être le premier, ça va être de déconstruire un certain nombre d'idées reçues hein, sur le compostage en ville. Également de massifier ce déploiement territorial en cohérence, ça veut dire avec une articulation intelligente par rapport au choix de collecte séparée et puis dans la durée. Il y a aussi une question qui est liée fatalement au financement. Euh, on s'aperçoit qu'il y a bien souvent un financement, un sous-financement du compostage de proximité, car on considère souvent encore que c'est de l'ordre de la prévention, donc on alloue des budgets de prévention, alors que c'est aussi de la gestion de déchets, et donc il faudrait réallouer des financements qui sont normalement alloués à la collecte et au traitement, à la gestion de proximité. Et puis ensuite, un autre grand défi, ça va être de mesurer les résultats et l'ensemble des bénéfices. Deux dernières petites slides avant de laisser la parole à la ville de Paris. Les facteurs clés de succès, pêle-mêle. Alors sachez qu'il y aura une brochure qui va être éditée par le réseau Compost Citoyen très bientôt, très prochainement, qui va reprendre 10 recommandations qui sont adressées aux collectivités. Là, vous en avez quelques autres, mais elles sont un petit peu aussi complétées. Donc, une question de stratégie claire, cohérente, avec la collecte séparée, en se donnant des moyens. S'appuyer sur des partenaires expérimentés et de territoire et monter en compétences. Se doter d'un logiciel de gestion des sites. On pourra en reparler lors du webinaire du mois de janvier. Privilégier le matériel robuste et adapté, mais aussi organiser des filières locales de fourniture de matériel. Il y a une question concernant la fourniture de matières sèches, mais aussi l'utilisation du compost mûr qui doit donc se structurer. Et puis, euh, la question des financements, comme je l'ai mentionné juste avant. Très vite, également les facteurs clés de succès humains et sociaux. Là, il y a un enjeu d'accompagner durablement l'engagement interne et externe, soit des équipes, des collectivités, soit des citoyens ou des structures externes. Il va falloir se faire à l'idée que pour que ça dure, il faut vraiment les accompagner. Il faut former les gens, organiser du lien social et faire vivre des réseaux de territoire, mais je crois que les intervenants vont en parler aussi. Euh, Apporter une attention toute particulière à la communication qui doit se faire de manière adaptée, inspirante.
Et puis ensuite, favoriser des bonnes pratiques, et notamment par la mise en place de ce qu'on appelle des sites vitrines, encourager des événements festifs et s'appuyer sur des structures locales. Je m'arrête là, je vais laisser la parole à la ville de Paris. Je vous laisse la main pour partager votre document support. Je laisse la main, j'en profite pour saluer Antoine Guillou qui nous a rejoint. Patrice, je peux te laisser. Oui, est-ce que vous voyez la présentation? Oui, très bien. Oui. D'accord. Et du coup, je laisse la parole à Antoine. Ouais. Merci beaucoup, Patrice. Merci beaucoup au RCC pour cette invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ce midi pour vous dire un petit mot en duo avec Patrice, bien sûr, qui est le grand organisateur de la politique compost de la ville de Paris en pratique sur ce que nous faisons donc à Paris. Je vais dire donc un petit mot d'introduction, puis après je laisserai évidemment Patrice rentrer plus dans le détail des dispositifs que nous mettons en place ou des innovations que nous avons en ce moment. Euh, Peut-être si on parle des déchets alimentaires au global, voire même des déchets globalement à Paris, pour fixer les ordres de grandeur, hein, la ville de Paris, le service public, c'est 1 million de tonnes de déchets collectés par an. Évidemment, quand on regarde les déchets alimentaires, nous en sommes encore qu'au début, donc c'est d'un coup beaucoup plus modeste. Mais on a quand même 4000 tonnes collectées l'année dernière et en forte augmentation. Alors là, on parle de tonnes collectées dans les bornes que nous avons sur l'espace public. Et évidemment, ça se développe parce que nous augmentons très fortement le nombre de bornes cette année. Et quand même, plus de 2000 tonnes de déchets alimentaires compostés sur le territoire parisien en 2023, l'année dernière, avec aujourd'hui un millier de sites hein, actifs. Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait significatif pour un territoire comme Paris, qui forcément, compte tenu de la densité de la ville, compte tenu des limites qu'on peut avoir sur les exutoires locaux, on va dire, du compost, c'est peut-être un territoire plus contraint que d'autres, mais pour autant, le réseau du compost y est aussi très actif et très vivace. Et évidemment, c'est notre rôle et notre volonté que de continuer à l'encourager. En parallèle, on lutte aussi contre le gaspillage alimentaire. Ça me semblait important de le mentionner. On a un plan alimentation durable qui court jusqu'en 2026 avec l'objectif de réduire de 50% le gaspillage alimentaire, notamment dans la restauration collective municipale. Euh, donc, on l'a dit sur la collecte, hein, sur l'espace public, petit point d'actualité, on en est maintenant à plus de 600 bornes, avec l'objectif d'avoir, on n'y est pas encore tout à fait, notamment parce que les propositions d'emplacement dépendent des arrondissements, donc certains sont plus actifs que d'autres, mais en tout cas, on atteindra dans les prochaines semaines, au pire tout début 2025, l'objectif d'avoir un point d'apport à 3 minutes à pied maximum de chaque Parisien. Et puis en parallèle de ça, on collecte aussi tous les établissements publics municipaux qui produisent des déchets alimentaires depuis le 1er janvier 24. On avait commencé avant avec les plus gros établissements, et puis maintenant ils y sont tous. Voilà. Donc pour donner un peu le panorama de la question des déchets alimentaires à Paris en quelques mots, si on s'intéresse maintenant plus spécifiquement au compost sur la slide suivante. Merci Patrice. Donc je le disais, hein, plus de 1000 sites de compostage collectif aujourd'hui sur le territoire parisien, 1179 exactement, dernier recensement. Des milliers aussi de lombricomposteurs individuels distribués avec ce dispositif que nous avons évidemment de mise à disposition des bacs, du broyat, de la formation, du suivi, en partenariat, je dois le dire, avec le SICTOM. Hein, donc, la ville de Paris a la compétence de collecte, le SICTOM a la compétence de traitement, comme pour un certain nombre de communes d'Île-de-France. Et donc, nous travaillons en partenariat avec le SICTOM, puisque nos marchés respectifs couvrent différents pans de ce qu'il faut pour faire fonctionner ce site de compostage. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a déjà beaucoup travaillé, mais on va continuer à le faire. On a une ambition, on va passer
prochain Conseil de Paris, la semaine prochaine, nous allons passer notre nouveau PLPDMA, donc notre nouvelle stratégie de réduction des déchets, et on se fixe dedans un objectif ambitieux d'augmentation de 50% du nombre de sites de compostage collectif à Paris d'ici à 2027. Donc voilà, un objectif ambitieux, hein, plus 50% en 3 ans. On veut vraiment accélérer très fortement sur la création de sites. On aura plusieurs leviers pour ça, je pourrais y revenir si vous le souhaitez, mais c'est quelque chose sur lequel on veut très fortement accélérer. Puis en parallèle, on fait le lien évidemment entre, c'était le cas aussi dans l'introduction, on fait le lien entre le compostage des déchets alimentaires puis la gestion des déchets verts pour la fourniture de broyat, aussi de compostage notamment. Et ça, c'est quelque chose pour le coup qui est plus récent, hein, je crois, dans nos travaux, mais sur lequel on avance. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le coup, les espaces verts, les jardins publics parisiens sont assez avancés sur cette question. Ils sont déjà en boucle locale très avancée, puisque les déchets verts des espaces verts parisiens servent à faire du compost qui est lui-même utilisé dans les jardins publics parisiens. Donc là, pour le coup, on a une boucle qui fonctionne bien. La question est de savoir comment on peut élargir cette boucle et aussi approvisionner les sites de compost qui sont pas directement ceux de la ville. Et donc là, on travaille sur plusieurs choses pour avoir cet approvisionnement local en broyat, voir si justement une partie du gisement de broyat issu des espaces verts de la ville pourrait alimenter les sites de compostage. On a eu une expérimentation très récemment sur ce sujet. Patrice pourra en parler. On travaille aussi sur l'accueil des déchets verts et donc après sur leur traitement dans les déchetteries parisiennes. Il faut savoir, ça c'était une spécificité que nous avions. Hein, je l'ai découvert moi-même avec étonnement en prenant mes fonctions, mais jusqu'ici, nous n'accueillions pas les déchets verts dans les déchetteries parisiennes, essentiellement pour une raison de place, hein, parce que ce sont des déchetteries qui sont des portions foncières extrêmement contraintes. Donc, nous avions des problèmes de place. Il se trouve qu'à partir du 1er janvier 25, la filière du bâtiment va devoir assumer plus de responsabilités en matière de gestion des déchets. Et donc, nous allons faire de la place à la place des déchets du bâtiment dans nos déchetteries, nous pourrons accueillir les déchets verts, ce qui du coup nous ouvre de nouvelles perspectives aussi pour la gestion du broyat. Voilà, donc un peu à grands traits, hein, la carte d'identité du compost à Paris. Je l'évoquais, vraiment un axe fort de notre politique de gestion des déchets alimentaires, aux côtés des autres, enfin, des collectes sur l'espace public et dans les établissements, bien sûr. Mais c'est vraiment un axe très fort sur lequel on veut avancer, avec ce souci, d'une part, de faciliter la vie des associations, des collectifs, des copropriétés, etc., qui veulent ouvrir des sites, les aider à identifier des potentiels, les aider dans l'accompagnement. Puis aussi ce souci, ben voilà, d'essayer de rendre les choses les plus circulaires possibles. Et donc, ça, c'est notamment la question du broyat, sur laquelle on travaille du coup. Et puis, un autre axe, Patrice en parlera aussi, mais c'est la question de comment on anime les acteurs associatifs, notamment sur les territoires parisiens. Ils sont très actifs et donc on va essayer de les aider aussi dans la mise en réseau et faire en sorte que voilà, tous les sites, tous les référents de sites puissent ensemble pouvoir former un réseau actif aussi sur le territoire parisien et s'épauler en cas de besoin. Voilà, je passe la parole à Patrice, du coup, pour la suite. Merci Antoine. Vous m'entendez tous bien? Très bien. D'accord. Donc, je prends la suite. Antoine a décrit un petit peu globalement comment ça se passait. Donc, je ne vais pas revenir sur le fonctionnement global du compostage, mais très rapidement, voilà, on utilise des marchés pour la fourniture de matériel et puis des suivis par les maîtres composteurs. Donc, on en est aujourd'hui à notre 5e marché d'accompagnement. Et en parallèle, on a une convention SICTOM qui nous permet de couvrir surtout les suivis par les maîtres composteurs, puisque pour la partie matérielle, on ne répond pas à toutes les conditions pour pouvoir réceptionner le matériel qui est commandé. Donc, on a besoin de ces deux dispositifs pour que ce soit complet.
Donc, je vais vous présenter plutôt un peu les spécificités de Paris et ce qui a évolué, en fait, les faits un petit peu marquants. Donc, au niveau de la gestion des sites, effectivement, avec plus de 1000 sites à gérer, c'est devenu, ça fait 2, 3 ans que c'est devenu compliqué. Et, on traitait les demandes au fil de l'eau, les demandes de broyat, mais du coup, enfin, tous les jours, il y avait des commandes. Et du coup, on a proposé de mettre en ligne sur la page compost la possibilité de s'inscrire et de faire des demandes de réapprovisionnement de matériel. Donc la dotation initiale, on l'a fournie avec le maître composteur, mais à la fin du suivi, quand il y a besoin de broyat, de changer des pièces, euh, donc les référents peuvent commander en ligne. Alors c'est des campagnes trimestrielles, donc ça change pas mal. Il faut que les référents anticipent pas mal pour pas rater euh, la- le moment où on va pouvoir livrer le broyat. Mais en anticipant, ça fait quand même 4 livraisons par an. Donc les campagnes, c'est janvier, mars, juin et septembre. Donc ça nous permet voilà, de pas être toujours la tête dans le guidon et de s'organiser un petit peu. Ensuite, Eric on a parlé tout à l'heure. Il y a une réflexion sur l'acquisition d'un logiciel parce qu'aujourd'hui, avec les feuilles Excel, on atteint rapidement, enfin, on a atteint les limites. Et surtout, dès qu'on a besoin de communiquer auprès de référents sur un arrondissement donné ou sur l'ensemble de Paris, eh ben, on voit que nos bases de données sont pas à jour parce que les référents changent tout le temps. Donc, si on s'organise pas avec un logiciel, ben, on passe énormément de temps. Ensuite, à côté de la gestion, alors on a un marché. Depuis 2010, c'est toujours le même prestataire. Donc, on veut bien chercher des bacs plus solides. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc, on travaille avec Sulo et enfin, comme ça doit être le même problème un peu partout sur le territoire du Sictom, c'est que les bacs sont pas de très bonne qualité, ils s'abîment vite, il y a des défauts, il y a des fois des manques des oublis de matériel, des trous qui sont pas percés au bon endroit. Bon, du coup, ça nous fait pas mal d'échanges avec Sulo pour essayer d'améliorer les choses. D'essayer aussi par rapport à la problématique des rongeurs d'avoir des bacs qui soient complètement fermés, non, parce qu'il faut que ça respire, donc il faut aussi laisser la possibilité de respirer, mais en tout cas de façon à ce qu'il n'y ait pas une tête, la tête du rat qui puisse passer entre deux planches. Donc ça fait même plusieurs années qu'on travaille là-dessus. Et de toute façon, il y a un moment où les rats finissent quand même par rentrer parce qu'ils peuvent grignoter le bois. Alors, c'est pas inutile, hein, les grilles sont quand même importantes et assez souvent, les rats restent sous les grilles. Mais des fois, ils arrivent à passer aussi et donc, du coup, ça démobilise, ça décourage certains référents. Et on peut arriver jusqu'à la fermeture d'un site. Euh, alors, par rapport à ces problèmes de qualité, c'est la mairie du 11e, dans le cadre de son réseau Compost 11e, donc je vais en parler tout à l'heure, est en train d'expérimenter une technique en bois brûlé. Donc, c'est une technique, je crois que ça vient du Japon, ça s'appelle la méthode Yakisugi, qui permet, en fait, il s'agit de brûler le bois en surface, ce qui permet sur le long terme, pardon, de résister beaucoup mieux aux champignons et à la pourriture. Donc, vous pourrez observer ce bac en bois brûlé sur le jardin partagé d'Olga, dans le 11e. Et ah oui, et alors on m'a dit aussi, c'est intéressant parce que ça évite aussi à des personnes de venir s'asseoir dessus. Euh, Ensuite, ce qui est un peu nouveau aussi, c'est la partie réseau, parce que la gestion en centrale, c'est bien, mais ça a aussi ses limites, parce que en centrale, on est à peine 2 personnes, donc suivre les projets et puis suivre l'exploitation, ça fait beaucoup de travail, et on voit que si on n'a pas des relais locaux au niveau des arrondissements, eh bien, la dynamique s'épuise un peu parce que, comme le disait Eric tout à l'heure, il faut un accompagnement sur le long terme et pas seulement les 8 mois d'accompagnement avec le maître composteur. Il y a besoin de repasser, de faire des visites annuelles parce que les gens s'engagent, ils prennent du temps et c'est normal aussi d'être toujours là quand ils ont besoin.
Euh, donc en 2021, nous avions lancé un appel à projet pour essayer de développer un peu plus les sites et avoir un peu d'innovation. Et là, aujourd'hui, on travaille plutôt, donc pour 2025, hein, un appel à projet pour l'animation de territoire, pour avoir des relais et essayer de mettre en réseau les sites. Actuellement, donc, il y a un réseau qui fonctionne bien, le réseau du 11e, qui a été impulsé par un élu du 11e arrondissement et qui pilote lui-même chaque mois les réunions du réseau. C'est un réseau qui rassemble les référents de sites et qui permet de programmer des animations sur le terrain, de la communication lors des grands événements, de tester les techniques de bois brûlé et de faire émerger en fait des nouvelles initiatives sur chaque territoire. Euh, on a un deuxième réseau qui a commencé à se former avec l'association La Cueillette, qui certains connaissent, qui s'appelle les artisans composteurs. Et là, c'est enfin une mise en réseau qui est faite au niveau, c'est l'association en fait qui avait été retenue lors de l'appel à projet 2021 pour identifier des endroits sur l'espace public pour mettre en place des composts de quartier. Donc ça, c'était l'impulsion de départ. Et depuis quelques années, ils continuent un petit peu à travailler comme ça, mais surtout essayer de mettre en réseau au sein de chaque arrondissement tous les référents qui compostent grâce à des groupes WhatsApp, grâce à des événements. Donc en fait, ils impulsent. Et après, nous, ville, on prend un peu le relais pour le long terme, pour fournir le matériel et le broyat. Mais voilà, la Cueillette a développé un site internet que je vous invite à regarder aussi, les artisans composteurs. Euh, alors, les problématiques spécifiques, elles ont été évoquées tout à l'heure, on les connaît bien, c'est disposer de matière sèche. Et il y a aussi une petite problématique à Paris sur l'utilisation du compost. Alors, sur la matière sèche, voilà les chiffres, hein, c'est en moyenne 350 livraisons par camion directement à l'adresse. Et l'esprit du compostage, c'est d'essayer de limiter cet impact-là. Hein. C'est pas que de composter, mais c'est de trouver de la matière locale. Donc, on a commencé à trouver des idées avec les commerces, notamment en 2021. On a travaillé avec Carton Plein et la régie de quartier de Stein pour récupérer les cagettes de marché, les broyer, déferrailler et les utiliser en compostage. Très rapidement, voilà, la conclusion, c'était que les cagettes étaient un peu trop sèches. Il fallait presque les humidifier dans l'eau pour que ça se passe mieux. Donc, du coup, après, on a refait une expérimentation en mélangeant du carton de la cagette et là, ça se comportait un peu mieux. Et là, tout récemment, on a démarré au mois d'avril une expérimentation avec des écorces de cacao et en partenariat avec un chocolatier du deuxième arrondissement. Donc, on teste sur 4 sites euh, et on s'aperçoit que ça fonctionne bien. Il y a déjà, on a fait un petit film qu'on a mis sur la page compost de la ville de Paris. On n'a pas encore tous les résultats, mais on sait que ça fonctionne. Ça absorbe bien l'humidité, même presque un peu trop. Et là, l'idée à la fin de l'étude, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut, enfin, quelle proportion en fait de matière sèche il faut mettre quand c'est des écorces de cacao par rapport aux déchets alimentaires. Après, d'autres solutions, je vais citer l'association EMU qui est sur une ancienne friche dans le 18e et qui propose à des opérateurs de déchets verts de venir sur place avec leurs déchets verts, de les broyer. Et du coup, après, c'est mis à disposition des sites de compostage. Donc, c'est plutôt une bonne idée. Après, le site est un petit peu au nord de Paris, à côté du périphérique, et c'est pas forcément très facile pour des référents de venir chercher le broyat. Et enfin, la dernière opération qu'on vient de mener le 30 novembre, c'est de mettre à disposition du broyat qui est produit par la ville de Paris, par la direction des espaces verts. Donc c'est du broyat qui venait de la plateforme de Vincennes, du service de l'arbre. Et nous avons organisé une mise à disposition dans le 14e, dans le jardin du cloître. Alors, on a fait bien sûr une communication 15 jours avant, puis une semaine avant, et puis la newsletter du 14e arrondissement, et puis également sur le site internet en ligne. Alors, l'idée de départ, c'était d'avoir 2 points de broyat, un dans le 14e et un dans le 20e, parce qu'on s'est aperçu que la majeure partie, la plus grosse partie des demandes provenaient de ces 2 endroits, mais on n'a pu le faire que dans le 14e. Ça a très bien marché, on a une dizaine de collectifs.
Vous voyez sur les photos, en fait, on a mis à disposition le broyat dans des big bags d'1 m3. C'est des big bags que nous a prêté la circonscription fonctionnelle chez nous à la DPE, qui sont utilisés traditionnellement pour la collecte fluviale. Et donc, les gens sont venus avec des pelles, avec des sacs, en voiture, même avec, on voit là un bac roulant. Donc, comme ils n'étaient pas très loin, ils ont rempli c'est le bac que Sulo utilise pour livrer le broyat. Et voilà, il a été réutilisé. Donc, ça a beaucoup plu. Et du coup, bah, c'est intéressant pour tout le monde. Voilà, et juste pour terminer, il y a l'appel à projet SICTOM sur la matière sèche auquel la ville de Paris devrait participer. Il y a au moins le 11e et 18e arrondissement, et là, il y a encore des discussions pour le troisième arrondissement, mais on devrait participer à ces travaux pour donc identifier localement des gisements et puis également savoir comment est-ce qu'on fait pour le dernier kilomètre pour livrer. Euh, bon, j'avais mis une petite info aussi sur l'utilisation du compost parce qu'on a aussi parfois cette problématique. Si vous voyez sur la photo là, c'est le compost Amelot dans le 11e. On fait du compost sur le trottoir ou sinon dans des jardins partagés qui sont de petite taille et d'après un retour de nos collègues de l'ADEVE, on mettrait un petit peu trop de compost. Voilà, donc on a mis une info en ligne. Le fait de mettre en réseau tous les sites, ça va permettre aussi de donner du compost à ceux qui n'en auraient pas assez. Je rappelle que les espaces verts ne peuvent pas accepter le compost qui est produit par les habitants parce qu'ils sont labellisés ISO 14000 et ils doivent maîtriser les intrants, etc., quoi. Donc, il faut trouver d'autres solutions par les pariculteurs, les permis de végétaliser, etc. Voilà, j'ai terminé. J'espère Merci pas trop long. Patrice, super intéressant. Comme on n'est pas très en avance, je propose que si les participants et participantes ont des questions à vous poser, que les questions soient posées dans le chat. Et Patrice, Antoine, si vous avez la possibilité de répondre directement dans le chat, ce serait super. On va laisser la parole à Alexia. Juste une petite chose, puisque Patrice, tu parlais du site de compostage rue Amelot. Juste préciser que ce week-end, dimanche, là, il vient d'être labellisé site Ouais. vitrine par le réseau Compost Mm. Citoyen, d'ailleurs. Et c'est un des sites d'expérimentation qui utilise des écorces de cacao comme matière sèche. C'est très chouette parce que ça sent bon. C'est une expérimentation tout à fait inspirante. Alexia, on te laisse prendre la main. Ouais, je partage mon Patrice, peut-être écran. si tu peux arrêter le partage de ton Oui, écran. oui, oui. Et on va laisser Alexia nous parler de la stratégie, cette fois-ci, de l'établissement public territorial de Plaine Commune. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Alexia Ferrieux. Je fais rapidement mon historique. Je suis maître composteur. Je suis rentrée dans la collectivité de Plaine Commune comme responsable du service prévention sur 2 villes, Aubervilliers et La Courneuve. Et ensuite, je suis devenue adjointe du chef de service propreté déchets. Donc, j'ai à la fois la propreté de l'espace public, la collecte des déchets et la prévention des déchets. Là, vous avez une petite carte de Plaine Commune qui regroupe donc 9 villes. On a un établissement public territorial, un peu plus de 450 000 habitants, et je vous ai mis effectivement les EPT qui sont à proximité, donc Paris-Terre d'Envol et Est Ensemble. Et puis on est limitrophe avec la ville de Paris. Dans les grandes lignes, sur le compostage, Plaine Commune est l'exploitant. En termes de moyens humains, on fonctionne avec un siège, avec des services en centrale. Donc, on va avoir un service de prévention et de valorisation des déchets qui va gérer à la fois les politiques globales de compostage, le PLPDMA, le plan arbre, le plan alimentation durable, etc. Donc, eux, ils vont gérer les grandes politiques en lien avec les élus. Ensuite, on a des directions territoriales. Donc, les villes, c'est coupé en 3. Donc, on a Aubervilliers, La Courneuve et bientôt Stein en 2025. Donc, on sera un groupe de 3 villes qui est donc le périmètre sur lequel moi j'interviens. Il y a un autre regroupement de 3 villes qui est Saint-Ouen, Saint-Denis et l'île Saint-Denis. Et ensuite, on va avoir Épinay, Villetaneuse et Pierrefitte. Dans chacune de ces directions territoriales, on a un service propreté déchets
Et dans ce service propreté déchets, on a une équipe autour de la prévention des déchets. Donc, pour vous donner un peu un ordre d'idée, sur le service en centrale, on va avoir une personne qui est complètement dédiée au compostage, deux personnes dédiées aux déchets alimentaires dans leur globalité, hein, ce qui va être plutôt tout ce qui est point d'apport volontaire notamment. Et ensuite, sur les services dans les directions territoriales, moi, sur la direction Est, donc Aubervilliers, La Courneuve-Estin, on est 3 personnes plus moi, donc 4 personnes. Sur le Sud, ils sont 5, mais c'est tout récent, ils viennent d'embaucher 2 personnes. Et sur le Nord, ils sont 2 personnes. Voilà, il faut savoir que nous, le service prévention ne gère pas que le compostage. Ils ont aussi toute la partie sensibilisation au tri pour les habitants, donc tout type de public, hein, que ce soit les scolaires, les habitants, les professionnels. Donc voilà, le compostage, certes, ça peut être intéressant de se dire on a 3 personnes dans une équipe sur 3 villes, mais en fait, 3 personnes qui se partagent sur plusieurs thématiques, sur le réemploi aussi, etc. Donc voilà, c'est finalement pas très lourd et on aimerait beaucoup avoir encore plus de personnes pour gérer ce type de projet. Je vais vous parler déjà des expérimentations qu'on a pu mener et qui nous ont amené en fait à élaborer notre stratégie biodéchets. Donc, on a mené 3 types d'expérimentations. Une sur le compostage individuel à Épinay. Effectivement, le nord du territoire, donc les villes en haut, Épinay, Villetaneuse, Pierrefitte, sont des villes plutôt avec des petites maisons. Alors, il y a aussi de l'habitat collectif, évidemment, mais on va dire que c'est assez bien réparti entre les différents types d'habitat. Saint-Denis, Aubervilliers, Saint-Ouen sont des villes très très denses avec de l'habitat collectif très très dense. La Courneuve, c'est un mix et l'île Saint-Denis également. Donc, on a fait le choix sur Épinay, effectivement, de déployer plutôt du compostage individuel. Donc là, il y a une forte distribution. Il y a eu 500 composteurs distribués sur une période de l'année 2023. On a à peu près à 36% des foyers qui ont été équipés. Ensuite, sur Saint-Denis, l'île Saint-Denis et Saint-Ouen, on a fait une expérimentation sur de l'abri-bac biodéchets. Il y a eu 76 abri-bacs qui ont été installés pour mailler le territoire. On avait à peu près 11 tonnes de collecte par mois en moyenne. Et c'est à peu près un peu plus de 10% des habitants qui sont desservis. Et sur Aubervilliers, on a déployé du compostage partagé, alors que ce soit du pied du meuble ou du quartier. Et là, on est à 13 composteurs installés et on a à peu près du coup 7% des foyers qui sont sensibilisés au compostage et qui compostent. Voilà. Sur ces 3 thématiques, on a fait beaucoup de sensibilisation, notamment en porte-à-porte via aussi le SICTOM, pas seulement avec nos équipes en interne. On a fait appel aux éco-animateurs du SICTOM. Ces 3 expérimentations, ça a permis effectivement d'établir une stratégie biodéchets qui est portée par notre élu Corentin Dupré, qui est aussi effectivement le président du SICTOM, et qui nous dit que effectivement le compostage, ça doit être la solution qui est portée en priorité. Dès qu'on peut, on doit mettre du compostage. Et si c'est pas possible, on regarde ce qui va se passer après. Et ça, en fait, c'est hyper important parce que sans ça, sans le portage politique, le déploiement, il se fait pas du tout de la même façon. Donc, voilà, je tenais vraiment à le dire, on a cette chance sur Plaine Commune. Alors, certes, la stratégie est très récente puisqu'effectivement, elle date de la fin de l'année dernière, donc ça fait une petite année qu'on la déploie. Mais en fait, elle est vraiment très fortement portée par nos élus. Donc aujourd'hui, en gros, on a un déploiement qui se fait en fonction du type d'habitat, parce que c'est ce qui est ressorti finalement de nos expérimentations. De privilégier le compostage individuel sur tout ce qui est pavillonnaire. Sur le collectif mixte, effectivement, on a un mix de solutions. Sur l'urbain dense, on est vraiment beaucoup plus sur du PAV parce que parfois, on n'a pas forcément les espaces verts. Hein. Sur certaines villes de nos territoires, on manque d'espaces verts. Et puis, sur les gros producteurs, effectivement, on est sur du porte-à-porte, mais uniquement donc, les écoles, les EHPAD, voilà, les structures un peu particulières.
Donc moi, je voulais un petit peu vous présenter les choses en vous partageant ce que nous, on a pu faire. Encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui peut s'appliquer partout, mais je pense qu'il y a des bonnes idées dans les éléments qu'on a pu mettre en place. Tout d'abord, on a choisi de prioriser les parcs et squares, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que effectivement, c'était des lieux où on arrivait facilement à capter les habitants. Ils y viennent avec leurs enfants, ils y viennent voilà, discuter avec des voisins, ils y viennent bouquiner. Et en fait, bah, voilà, ils voient ce composteur et c'est pas forcément des gens qui se seraient intéressés au compostage de prime abord. Et finalement, bah, ils voient des gens venir, ils voient des gens touiller la matière, ils se disent, ah bah, ok, qu'est-ce que c'est? Pourquoi pas moi finalement? Et donc, on a réussi à capter des gens qu'on ne pensait pas réussir à capter au départ dans notre stratégie. C'est aussi des espaces où il y a la place de mettre des composteurs. C'est des espaces végétalisés, il y a la matière sèche, il y a de la pleine terre, on est loin des fenêtres. Enfin, en fait, on rentre finalement dans le cadre du compostage, on respecte quand même toutes les règles. Donc, c'est vraiment, on va dire, le plus facile. Et c'est vrai que c'est la décision qu'on a prise dans ce plan de dire on priorise. Ça ne veut pas dire qu'on ne déploie pas à côté. Mais notre priorité, c'est qu'on prend tous les parcs et squares du territoire et on va déployer d'ici 2027, ils seront tous dotés de composteurs. Ensuite, on porte par la collectivité. Lorsqu'on a fait l'expérimentation sur Aubervilliers, moi j'ai été recrutée dans ce cadre-là. Je me suis rendu compte que on réfléchissait pas du tout de la même façon au niveau des politiques globales d'un EPT. Et puis nous, maître composteur, nous, bah voilà, on comprend, on sait qu'il faut du temps, on va discuter avec les habitants. Et puis bah, l'EPT, elle dit bon bah voilà, les élus ils ont demandé ça, il faut le faire. Oui, alors il faut faut mettre le curseur au milieu en fait. C'est un peu ça la difficulté. Donc finalement, on a dit, on va essayer de déployer, même si effectivement les habitants ne sont peut-être pas prêts ou ne connaissent pas ce type de solution. Sur le territoire de Plaine Commune, on a encore des difficultés sur le tri, c'est-à-dire que on retrouve pas mal de verre dans les ordures ménagères. On a encore des difficultés parfois sur le tri, hein, sur les emballages. Donc voilà, on a un gros travail à faire sur le tri. Et parfois, les habitants ne comprenaient pas. Ils ne sont pas arrivés à ce stade finalement d'intégration du tri. Donc intégrer en plus le compostage, parfois, ce n'était pas forcément évident pour eux. On a pris le problème dans l'autre sens. On s'est dit, mais en fait, on va faire en sorte d'enlever tous les freins possibles au compostage. Donc, nous, on va porter. Ça veut dire que effectivement, grâce au SICTOM, on a accès au matériel, on a des éco-animateurs pour faire la sensibilisation, donc ça c'est vraiment super. Et en interne, on a décidé qu'on déployait, même si on n'avait pas beaucoup de gens, même si on avait 2 personnes, c'est pas grave, on déploie, on se dit qu'on va avoir des gens par la suite. On suit 2 fois par semaine les composteurs, donc on ne demande pas qu'il y ait un collectif d'habitants qui porte le composteur. S'ils sont là et qu'ils ont envie, on les laisse faire. Mais s'il n'y a pas, on déploie quand même. Du coup, c'est en interne que nos agents vont 2 fois par semaine passer, regarder que tout est OK dans le composteur. On a des petites tablettes à l'intérieur du composteur où on écrit s'il y a un petit souci, on leur dit attention, n'oubliez pas d'enlever les étiquettes. Enfin voilà, on a mis un petit système en place pour que les habitants bah, aient l'information. On organise des temps conviviaux au niveau des composteurs. On fait des petits cafés, compost. On essaye de faire des animations pour les enfants notamment. On fait des petits goûters végétalisés un petit peu. Donc voilà, on travaille avec les jardiniers aussi. Voilà, on essaye vraiment de mettre une dynamique pour que les habitants, en fait, pour eux, ce soit simple et que finalement, on se rapproche presque d'un geste de mettre à la poubelle, tout simplement. Parce que finalement, c'est pas du tout le même geste entre composter et jeter son déchet dans la bonne poubelle, c'est pas la même chose. Et là, on a essayé de diminuer en fait ce qui pourrait freiner un habitant à le faire. On organise également sur le portage, on a un marché qui va se lancer là au 1er janvier 2025, où on a effectivement donc un prestataire maintenant qui va passer, puisqu'effectivement on commence à avoir un nombre de sites un peu important hein, sur du compostage collectif. On est à 103 sites. Alors à côté de Paris, effectivement, on est petit padawan, mais effectivement pour nous finalement c'est assez récent ce déploiement du compostage. Donc 103 sites, on trouve que c'est quand même une bonne dynamique. Donc je parle évidemment des composteurs soit en pied d'immeuble, soit de quartier qui sont actifs. Et donc, on a décidé de faire participer, enfin, de lancer un marché, pardon, et de faire en sorte qu'on ait un prestataire qui passe 2 fois par semaine, qui s'occupe des petites réparations sur les composteurs et qui va nous livrer du broyat en vélo cargo.
Ce broyat, c'est du broyat qui est récupéré, c'est le broyat de cagette dont vous parlez, Patrice Poignard, tout à l'heure. Donc, on a exactement la même formule sur Pleine Commune, avec effectivement ce mélange carton-cagette qui fonctionne bien, qui est plutôt plébiscité par les habitants qui disent «Ah, c'est trop bien, je suis contente, maintenant, quand je vais au marché, je vois la cagette et je me dis qu'elle va finir dans mon composteur». Donc, en fait, finalement, il y a cette espèce de boucle vertueuse qui est assez appréciée des habitants. Et le compost mûr est également récupéré par notre prestataire. Ce compost, on essaye toujours de privilégier l'habitant hein, pour que lui, ça puisse rester en pareil, encore une fois, en cercle court. On le propose aussi à nos espaces verts, mais effectivement, s'il y a un reliquat, il peut être récupéré par notre prestataire. Ensuite, il y a un vrai travail en transversalité. Ça, j'y tiens beaucoup et je trouve que c'est vraiment ça qui fait que ça fonctionne. On a vraiment co-construit le déploiement des sites de compostage avec les espaces verts chez nous, mais aussi parfois avec la voirie. Voilà, c'est pas des métiers qui ont forcément connaissance fine du compostage, mais qui vont, grâce à ça, grâce à notre expertise et grâce au fait qu'on va en discuter, on va faire en sorte que tout le monde fonctionne bien ensemble. Donc, on bénéficie finalement de leur expertise, qui sont souvent des sujets connexes. Et puis, effectivement, nous, on va réussir aussi à leur faire comprendre pourquoi c'est important de déployer le compostage. Et la transversalité, elle se fait aussi avec les bailleurs sociaux. J'aurai l'occasion d'en reparler le 15 janvier au Lila également. Mais effectivement, nous, on a des bailleurs sociaux sur notre territoire qui n'ont pas résidentialisé leurs espaces. C'est-à-dire qu'ils ont de l'espace vert qui est privé, puisque effectivement, ça leur appartient, mais qui est à usage public. C'est-à-dire que tout le monde peut traverser la cité pour aller prendre le métro de l'autre côté du bloc en question. Ces espaces-là, il a fallu qu'on travaille une convention avec les bailleurs sociaux pour pouvoir disposer des composteurs collectifs sur leur espace bailleur, mais avec une gestion finalement espace public. Donc voilà, c'est un vrai travail, c'est réussir à trouver encore, mettre le curseur au milieu et essayer de trouver une solution pour que tout le monde y trouve son compte. Et enfin, des temps de convivialité, je l'abordais tout à l'heure. On organise énormément de petits événements avec les associations de quartier notamment, qui ont un vrai lien avec les habitants, un lien fort. En fait, on s'appuie sur eux et on travaille main dans la main pour pouvoir proposer des temps conviviaux. Et c'est grâce à ça aussi qu'on arrive à avoir de plus en plus de personnes qui viennent composter dans nos composteurs. Les points peut-être un peu négatifs que je pourrais retenir de ces expérimentations et puis de ce déploiement depuis 1 an, c'est qu'on a souvent un manque de soutien en communication de la part des villes. Donc nous, EPT, effectivement, travaille main dans la main avec les cabinets de chaque ville. Et parfois, on n'a pas forcément le relais. Alors, c'est très disparate d'une ville à l'autre. Il y a des villes qui sont hyper moteurs, qui ont un élu qui est motivé, un maire ou en tout cas un adjoint au développement durable ou à l'écologie qui est très très mobilisé et auquel cas bah, ça va rouler super. Quand on a certaines villes où c'est pas forcément le sujet qui va passer en premier, effectivement c'est plus difficile parce que nous effectivement on n'a pas le même contact avec les habitants que l'on en direct les villes. Et donc ça c'est vraiment un élément sur lequel maintenant j'essaye de border les choses dès le départ quand on décide de faire un déploiement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de difficultés pour les équipes à déployer si elles n'étaient pas soutenues et qu'elles n'avaient pas un relais de communication par les villes. Deuxième point, c'était acculturer les équipes en interne. Moi, quand je suis arrivée à Pleine Commune, globalement, on m'a fermé pas mal de portes en me disant que bah, en fait, c'est pas comme ça qu'on allait faire, que tu comprends, dans les espaces verts, on met pas de composteur, hein, on n'a jamais fait ça, donc en fait, on va pas le faire. C'est pas simple en fait quand on arrive, on est tout frais, on a envie de développer les choses et ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas parce que les gens sont tête de pioche, mais juste parce qu'ils savent pas en fait. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment prendre ce temps-là, le temps de se mettre à la disposition des autres pour leur expliquer. Et quand j'ai fait ma formation de maître composteur, on m'a dit c'est 80% de communication. Il faut parler, il faut expliquer, il faut réexpliquer, il faut redire, il faut trouver des solutions alternatives. Et effectivement, c'est vraiment ça au quotidien.
Et je trouve que si on arrive à prendre ce temps-là, parfois on est pris dans notre speed, mais en fait, il faut prendre ce temps-là parce que c'est grâce à ce temps-là qu'on va réussir à débloquer beaucoup de choses derrière. Et en dernier point, pour moi, il faut anticiper le succès parce que plein de fois, enfin à ma petite échelle, plein de fois, on s'est rendu compte que finalement, bah, très vite, les habitants, ils prenaient le pli, ils étaient ravis de le faire. Et donc, on a dû mettre un deuxième combiné sur nos sites de compostage et que sur certains espaces verts, notamment, bah, on avait eu une petite place, mais finalement, on n'avait pas pensé à avoir bah, de l'espace pour déployer après. Et donc aujourd'hui, dans notre cahier de charge, on a rajouté cette ligne de dire qu'on pouvait systématiquement rajouter un deuxième combiné 3 fois 800 litres ou 3 fois 1000 litres. C'était pas forcément qu'on allait le faire, mais en tout cas, on a cette place. Dès le départ, on le pense pour se dire qu'on ne sera pas bloqué s'il y a du succès et du coup, pas brimer effectivement les habitants. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Alexia. On va être obligé de clôturer ce webinaire. Alors, je sais qu'il y a eu pas mal de questions. Je vous invite à vous adresser directement à Alexia avec ses coordonnées là, qui s'affichent à l'écran. Parce que malheureusement, Alexia, elle a une contrainte. Et voilà. Donc, on va pas pouvoir prendre le temps là d'y répondre. Et puis, en plus, on avait prévu que le webinaire se clôturerait à 13h30. Donc, on arrive à la fin. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce que, il y a tellement de choses inspirantes dans ce qui ont été partagé, que ce soit par Alexia ou par Patrice et Antoine Guillou. Bon, en tout cas, je suis persuadé que ça va donner plein d'idées et que ça va rebooster et remobiliser les représentantes et représentants des collectivités qui étaient avec nous. Euh, pour les collectivités qui ne sont pas encore adhérentes du réseau Compost Citoyen Île-de-France, n'hésitez pas à le faire pour soutenir le réseau et puis aussi pour éventuellement organiser ou co-organiser avec le réseau Compost Citoyen des événements de territoire dans lesquels on peut faire intervenir d'autres collectivités et partager justement ces bonnes pratiques et envisager sur un temps un petit peu plus long que sur un webinaire, un petit peu plus d'échanges avec les uns et les autres et puis aussi peut-être faire des démonstrations, voir un petit peu ce qui peut être fait concrètement sur le terrain. En tout cas, beaucoup de pistes super intéressantes. On voit que chaque collectivité a un peu ses caractéristiques. On peut avoir commencé un petit peu plus tardivement à mettre en place du compostage de proximité et pour autant avoir une grande ambition et puis se donner les moyens de faire les choses. Donc ça, c'est quand même très, très chouette. Euh, voilà, restez en tout cas au contact, suivez le réseau Compost Citoyen Île-de-France sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, pour être informé de nos événements. Un grand merci à Alexia, un grand merci à Patrice Poignard et à Antoine Guillou. Merci Avec à plaisir. vous. Et puis on se retrouve bah, très vite, j'espère, sur les antennes du réseau Compost Citoyen. À très bientôt.